Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray de l'émission Occident. Alors aujourd'hui, comme on est entre les deux tours, j'ai le plaisir de recevoir plusieurs invités et puis on finira vendredi prochain à la veille du deuxième tour. Donc aujourd'hui, je reçois Jean-Luc Accomo, qui est on va dire un docteur en sciences économiques, quelqu'un de très compétent, qui est bien connu dans le milieu de l'économie. Et vous allez voir qu'il a vécu des choses un peu terribles, mais en même temps, il sort à l'occasion de son livre Le modèle français dans l'impasse, le volume 2. Donc on va, dans un premier temps, parler de l'élection, du modèle économique, et on finira par son livre Le rescapé de l'âme, parce que monsieur a dénoncé des trafics de diplômes à l'université de Perpignan, et le recteur, qui est maintenant en fuite en Espagne, l'a enfermé pendant 3 ans dans un hôpital psychiatrique. Alors on va revenir là-dessus. Donc Jean-Luc Accomo, le modèle français dans l'impasse. Et après, on va poursuivre la réflexion avec Guy Minière, qu'on a déjà reçu plusieurs fois. Bonjour Jean-Luc Accomo. Bonjour Eric. Bonjour, bonjour. Bonjour Très le content Canada. de voir que tu vas mieux et que tu Et, as repris le travail d'enseignant. Alors comment ça s'est passé le retour à l'enseignement et au travail à l'université de Perpignan depuis un an, moi? ben, il a fallu que j'entame une procédure judiciaire pour récupérer toutes mes fonctions. Ça a pris du temps. Mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai récupéré toutes mes fonctions et l'IAE se retrouve sans directeur. Donc, on me sollicite pour pour reprendre la direction, ce qui devait être fait en 2009, au moment où j'étais interné. Donc, Ok. ça va plutôt bien maintenant. Il y a une nouvelle mairie, puisque l'ancien maire était impliqué. Donc Louis Alliot est ravi. Bon, moi, je ne cours pour aucun parti politique, mais il fallait que l'ancienne équipe tombe. Il y a un nouveau directeur à Tuire. Donc tous les gens qui étaient plus ou moins liés à mon enterrement sont, sont tombés et le président Laurent de l'université est interdit de fonction publique et à ce jour, on ne sait pas où il est. Donc mon avocat est chargé de le retrouver pour qu'il se présente devant les tribunaux. Donc on va revenir là-dessus en deuxième Et, partie, mais pour l'instant on va parler du modèle français dans l'impasse. Alors je présente le livre, volume 2, La finance, théorie élémentaire et évolution du système monétaire et financier contemporain, le grand naufrage. Alors, et on reviendra après sur le rescapé de l'âme rapidement pour expliquer ce qu'il a vécu. Vous allez voir, c'est assez terrible. Et il paraît qu'en fait, c'est pas le seul. Hein. C'est pas le seul où on non, utilise non, j'ai la découvert que psychiatrie. c'était une vérité statistique. Hein. L'Europe a pointé du doigt la France. Hein. C'est pour ça que Sarkozy avait renforcé les mesures pour protéger le citoyen. Mais si les mesures existantes ne sont pas respectées, on a beau renforcer, ça ne sert à rien. Donc moi, j'ai découvert un univers. En gros, il y avait depuis 10 ans 100 000 personnes qui ont été internées de façon un peu rapide, quoi, pour X raisons. Hein. Une Donc émission spéciale c'est là-dessus. effrayant. Et alors maintenant, avec le Covid, et puis on nous fait miroiter la guerre, hein, on se retrouve comme en 1984. Tout le monde est. Un maire a été interné hein, à Nîmes, un préfet peut décider de se débarrasser de qui Très dérange. bien. Alors, je vais te présenter rapidement parce qu'il faut qu'on teste, enfin, sans trop m'alourdir sur la présentation, mais c'est quand même important qu'on voit à qui on a affaire. Alors, vous êtes docteur en sciences économiques, maître de conférence à l'Université de Perpignan, où il est responsable des relations internationales du département économie management et directeur du master professionnalisé économiste et financier. Alors, vous avez même failli travailler à Harvard, tellement vous étiez brillant. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'innovation. Vous avez commencé par Bastia, Hein. chez Harmonie Économie. Les défis économiques de l'information, la numérisation dès 1996. Il faut savoir que des gens sortent des livres aujourd'hui, mais vous, dès 1996, c'est un livre qui me Ma- lâche jamais, que j'ai toujours C'est pas ma loin de moi. thèse. Oui. L'innovation dans l'industrie du tourisme. Alors vous êtes spécialisé par la suite vers les industries du tourisme, l'épopée de l'innovation, innovation technologique et évolution économique, l'innovation dans l'industrie du tourisme, ça c'est 2006, 2007, fondement économique du tourisme, et une histoire contemporaine et thématique des faits économiques, avec Charles Agave aussi, qu'on va essayer de recevoir ici, de l'Institut de la Liberté. Vous avez aussi fait un travail sur des lions menés par des âmes. Alors, vous avez réalisé plusieurs articles scientifiques dans les revues internationales, comme Journal of Evolutionary Economics, Economic of Innovation and New Technology, des revues nationales, revues d'économie industrielle, revues d'innovation, nombreuses contributions dans la presse nationale, Les Échos, Le Monde, Le Figaro, Le Midi Libre, la presse internationale, donc le Providence à Boston,
l'Express de Toronto, l'Écho de Bruxelles, et vous êtes chroniqueur économique donc à l'AGFI, le quotidien suisse de l'économie et des finances, et vous participez régulièrement, surtout depuis votre retour, à de nombreux programmes de coopération académique et internationale dans la formation et la recherche. Donc vous êtes quelqu'un de très dynamique, et on va voir que par la suite, vous gêniez pas mal de gens, parce que les gens brillants, c'est comme toujours, ça gêne dans le décor. Voilà, bon, on reviendra là-dessus. Là, on va parler du modèle français. Alors d'abord, j'aimerais avoir votre commentaire sur l'élection française, parce que on est quand même, j'aimerais avoir votre avis, mais ici on a une chroniqueuse, Nathalie Grabi-Lévy, qui parlait des partis étatistes, et ça concerne autant à gauche à droite, et j'insiste là-dessus parce que vous faites une introduction sur la théorie de Keynes. Donc c'est quand même une tradition bien française, le côté jacobin, c'est-à-dire on parle du centre Paris avec toute la province, qui veut dire d'ailleurs dans le terme romain territoire vaincu. Mais qu'est-ce que vous pensez de tous ces partis qui, quand même, semble-t-il, n'ont pas beaucoup de différences. Même Zemmour, qui a développé certains programmes conservateurs, ils sont quand même assez largement étatistes, où ils passent toujours par l'État, même dans l'économie, pour intervenir, quoi. Ben, disons, on nous a mis dans la tête que c'était une tradition française, alors que la Révolution française, du moins la première période, c'est la nuit du 4 août, c'est l'abolition des privilèges, c'est Montesquieu, donc la mise en place de la séparation des pouvoirs qui a inspiré la Constitution américaine, c'est Bastiat qui a inspiré Smith. Donc la France est porteur d'une tradition libérale. Lafayette, il y en a des tonnes qu'on a occultées, qui ne sont pas enseignées en France, alors que Ringard disait à Giscard que Bastiat, c'était son livre de chevet. Mais effectivement, les Jacobins l'ont emporté, et puis Staline s'est inspiré de Robespierre, et on a mis dans la tête de les Français que la nation, c'est l'État. Alors aux États-Unis, les Américains sont très attachés à la nation, mais ils se méfient de l'État. Il y a plein de films sur l'État qui vous surveille, etc. Nous, on a confronté la nation et l'État. Et en France, depuis que je suis la politique française, et c'est pour ça que j'ai sorti le modèle français 2, l'État est en train de détruire la nation, comme l'État soviétique a détruit la Russie. L'État n'est pas forcément. L'État, normalement, c'est ce que dit la théorie économique, est au service du citoyen pour assumer ses fonctions régaliennes de justice, de police, etc. Le reste, l'économie, ça appartient aux agents privés, point, pas à l'État. Donc, effectivement, moi, mon père était dans les RG, il suivait bien sûr avec un grand intérêt les élections. J'enregistrais sur cassette tous les débats politiques depuis l'élection de Mitterrand face à Giscard jusqu'à Hollande. Et on a changé les personnages, mais mot pour mot, c'est les mêmes discours. Et effectivement, aujourd'hui, on se retrouve dans l'impasse, c'est-à-dire que c'est des étatistes de droite face à des étatistes, alors là, pour le coup, de droite aussi, Marine Le Pen, mais c'est des étatistes. Ils pensent que c'est eux qui vont gérer l'économie, alors que c'est eux qui nous ont légué la dette, la destruction du tissu industriel, ça vient des hommes politiques. C'est pas la mondialisation, c'est pas la concurrence des Chinois ou que sais-je, c'est le fait qu'on met des taxes, qu'on met tellement de réglementations que plus personne ose créer une entreprise, sauf à s'expatrier. Moi, j'ai des activités dans le secteur privé, mais elles sont à l'étranger. Même mes livres, d'ailleurs, hein, tu m'édites, mais en tant que chercheur français, si j'édite un livre et que mon éditeur est en France, mes droits d'auteur appartiennent à l'État. Donc, c'est Claude Allègre, qui est un grand chercheur reconnu aux États-Unis, avait pris conscience de ce problème et il avait autorisé les chercheurs français à avoir des activités dans le privé rémunératrices. Sinon, tous les chercheurs partaient. Le dernier prix Nobel français qu'on a eu, Tirole, il travaille avec Bill Gates, qui finance Toulouse, son école, sa business school. Sinon, l'État français, il s'approprie les travaux, mais en plus, il les oriente, dans le sens, évidemment, qui font montrer que c'est l'État bienveillant qui était à l'origine du succès supposé de ces actions de politique économique qui sont effectivement basées sur Keynes. Keynes, ça date des années 30, à une époque où l'économie était plutôt fermée, et sur l'hypothèse qu'il n'y a pas de progrès technologique. Alors, depuis, il y a eu quand même toute la théorie de la croissance qui montre qu'on est dans un monde ouvert. Schumpeter a montré le rôle essentiel de l'innovation et donc des entrepreneurs, et il faut laisser les entrepreneurs prendre des risques. L'innovation, ça peut surgir de n'importe où, ce n'est pas programmable dans des plans quinquennaux, comme croyaient les soviétiques qui faisaient des plans à tous les 5 ans. Là, ils disaient dans 5 ans, on sera la première économie du monde, et ils ont détruit toute incitation à innover.
Donc Justement, effectivement, j'aimerais là, c'est rebondir. assez désespérant puisqu'on se Ouais. retrouve deux candidats qui ont le même programme, hein. En fait, ils se disputent sur l'identité du pilote, mais pas sur le problème qu'il ne faut pas avoir de pilote. Chacun doit être pilote de son propre navire. Mhm. Donc tous les partis sont étatistes, donc passent par l'État, on a Ben, bien il n'y compris. a pas un Mais vous libéral êtes. en France. Les seuls, quand Madeleine, moi j'ai travaillé pour Alain Madeleine, après il m'a bien lâché, mais quand Madeleine il a été ministre, il a augmenté les impôts. Voilà, il voulait être ministre. Alors il a du coup abandonné les cercles libéraux, son discours libéral, et puis il était content. Il était ministre de l'économie, donc il a appliqué un programme bien keynésien. Et à cette époque, la dette était encore gérable. Et il a dit, bon, c'est bon, on peut encore supporter ce taux d'endettement. Et maintenant, non. Donc, c'est, euh, alors que c'est à ce moment-là qu'on aurait pu redresser les comptes, c'est pas au moment où on peut pas, quoi. Parce que Où est-ce là, qu'on, sinon, où se trouvent dans ces cas-là les derniers, disons, intellectuels, à part vous-même et bon Nicolas Lecaussin, mais en qui reste, hôpital psychiatrique. ouais, c'est ça. Non, mais je veux dire, on va revenir là-dessus, c'est très important. Ouais. Mais est-ce que pour vous, à votre sens, il y reste quand même, disons, une présence d'un discours classique libéral en France? Oui, en politique, il y a une Par dimension, exemple, c'est un peu comme un discours amoureux. Vous voyez, il faut éviter des mots qui fâchent. Ouais, j'ai fait sur la finance, là, donc il faut éviter capitalisation. Moi, j'avais été invité par Attaque, hein, pour parler des systèmes de retraite. Et alors ils s'attendaient à avoir un vampire et tout, donc j'avais fait un jeu de rôle. Et je les avais invités à faire deux équipes, et puis il y en avait qui avaient un système de répartition, un autre un système de capitalisation, mais j'avais dit c'est A et B, point, voilà. Et tout le monde a adhéré à B, parce que ça leur apparaissait le plus efficace. Donc voilà, il faut éviter les mots qui fâchent. Donc, je pense que la solution vient au niveau local. Là, je le vois avec Louis Alliot, avec Perpignan, là, il fait des choses pas mal, et il fait appel à nos conseils, et dans toutes les villes ou les régions, il y a des économistes, et ben, ils se rendent compte que ce qui marche, c'est un discours plutôt libéral. Enfin, moi, j'aime pas même le mot libéral, c'est de la science économique, point. Il n'y a pas d'étiquette à mettre. Donc, on veut dynamiser une région, on veut la rendre attractive sur le plan touristique, on veut attirer des entreprises. Il n'y a pas 36 solutions. Je l'ai fait en Thaïlande, au Maroc et tout. Et il faut rendre le territoire attractif. Donc, il faut laisser les gens entreprendre. Il ne faut pas trop les taxer. Il faut le faire de manière raisonnable. Il faut leur offrir un service public, des infrastructures. Il faut qu'ils se sentent en sécurité dans les quartiers. Et donc, au niveau local, ce discours, moi, quand j'étais marié, je vivais à Lénia, j'ai fait construire, j'étais président de mon lotissement qui était totalement privé. On gérait les espaces verts, les poubelles et tout. Et le maire, pourtant communiste, eh ben, il appliquait ce qu'on faisait, parce qu'il voyait que le lotissement se développait. Ça a attiré des profs qui voulaient faire construire, et le village, il s'est dynamisé. alors, vous Donc, commencez votre. voilà, donc la régionalisation, elle a du bon, et ça va dans le sens libéral, c'est-à-dire qu'on décentralise. Euh, Finalement, dans la mondialisation, les gens, ils veulent se retrouver dans un territoire. Ici, c'est les Catalans, là-bas, c'est la Provence, les Ch'tis, la Bretagne, la Corse. Et là, tout le monde veut avoir un territoire attractif. Quand je suis arrivé à Perpignan, le solde migratoire était négatif. Les gens quittaient la ville. Il y a eu un boom immobilier parce que les gens voulaient venir en Languedoc-Roussillon. Euh, Perpignan, Justement, vous il y a commencez, l'Espagne, il y a la vous, Méditerranée, il y a le ski. Oui. vous commencez votre avant-propos par la notion d'éducation. Ça, c'est important. L'éducation, donc, ici, on préfère valoriser les cours d'éthique et de religion. Mais est-ce que vous ne croyez pas que, parce que vous parlez de la finance, la notion de la finance, et vous dites que, rappelons par exemple le mot de campagne terrible de François Hollande, mon ennemi c'est la finance. Donc il y a vraiment une éducation à la finance et à qu'est-ce que l'économie qui vous semble important. Ben, sans finance, pas de croissance. Une entreprise, n'importe qui veut monter une affaire, bon, il a un apport personnel, il va se tourner vers la banque pour le reste ou vers les marchés financiers. Donc, il faut laisser la finance fonctionner. Maintenant, la finance, comme toute profession, que ce soit les avocats, les profs, elle a besoin d'une éthique, d'une déontologie. L'argent, c'est important, donc il faut bien l'utiliser. Si c'est pour développer des entreprises, financer une thèse, monter des festivals, voilà, pour rendre attractif un territoire. Donc, mais alors, sans la finance, on ne peut rien faire, bien sûr. Après, moi, j'ai monté un master en finance pour former des gens, des ingénieurs financiers, pour comment on gère l'argent, pour la retraite, pour la santé, pour faire face aux frais hospitaliers, ce que ne fait pas la Sécu. Donc, bien sûr, parce que c'est ça qui, la théorie de la croissance le montre, c'est ça qui finance l'investissement. Si
Schmitt disait l'investissement d'aujourd'hui, c'est les emplois de demain. Si en France, maintenant, l'argent qu'on a, c'est pour boucher les trous du passé, c'est-à-dire payer les dettes. Donc après, évidemment, il n'y a pas d'emploi pour le futur pour les jeunes, et les jeunes, ils s'en vont. Et après, on accuse la finance. Quelqu'un qui s'endette, il ne va pas accuser les banques de sa situation. Et si la banque lui a prêté, donc elle a fait son travail, elle a rendu un service. Mais s'il a utilisé son prêt pour le dépenser, c'est-à-dire normalement la dette finance l'investissement, pas la consommation, eh ben, il est en surendettement. La banque, elle n'est pas responsable de cet état de fait. Donc, en effet, il faut éduquer, c'est ce que disait Bastien, hein, les gens à la responsabilité individuelle. Quand on a de l'argent, il faut bien l'utiliser, c'est tout. Si on le dilapide. Je rebondis aussi là, juste avant l'introduction, vous parlez de... Alors, pourriez-vous nous présenter rapidement, hein, parce qu'on n'est pas un cours d'économie, en quoi la théorie de Keynes est définitivement fausse et pourquoi c'est important de revenir là-dessus? Alors, parce qu'on a Trudeau ici au Canada qui investit et qui subventionne largement les médias, on parle de plus de 600 millions de dollars, qui fait des grands travaux. On a vraiment l'impression d'avoir une réincarnation de Roosevelt dans les années 30 ou 40 qui applique ces grands programmes. Et on voit que Macron fait un peu la même chose. Ben, Keynes est un scientifique, hein, à n'en pas douter. Après, que ce soit en physique ou dans n'importe quel domaine de la science, une théorie scientifique repose sur des hypothèses, comme un peu une enquête criminelle. Vous voyez, vous faites une hypothèse, tiens, lui, je pense qu'il est coupable, mais s'il s'avère qu'il a un bon alibi, il faut revoir vos hypothèses. Donc, Keynes, c'est simple, c'est tout mon cours de croissance qui est basé là-dessus. Il y a 3 grandes hypothèses fondamentales qui fondent toute la théorie générale de Keynes. Première hypothèse, économie statique, donc on n'est pas en dynamique. Donc, c'est une théorie du court terme. Donc, le court terme, c'est important, hein, quand il faut gérer une situation à court terme. Donc là, ça marche. Ensuite, absence de progrès technique, ce qui est logique, puisque à court terme, on s'est vu la semaine dernière, on se revoit maintenant, l'ordinateur, la télé, la voiture n'ont pas changé. Mais dans 20 ans, qui vous dit comment on va circuler, comment on va communiquer? Donc, à long terme, le terme en informatique, c'est 1 an, en finance, c'est 6 mois. Le long terme, les techniques changent. Donc ça, la théorie de la croissance est fondée sur le long terme. C'est-à-dire le long terme, c'est le temps que les innovations soient créées et ensuite digérées par les entreprises et diffusées dans l'économie, dans les comportements. Moi, quand j'ai commencé mes études, j'écrivais à la machine à écrire, il n'y avait pas Internet. Je me suis adapté à ça. Donc, et la troisième hypothèse, économie fermée, ce qui était le cas dans les années 30. Et prélude de la guerre mondiale, parce que quand on est en économie fermée, c'est pas net. Ça veut dire Hitler qui fait la première édition allemande de la théorie générale de Keynes, hein, il applique totalement Keynes. Il se dit, comme je vais attaquer mes voisins, ben, je vais m'isoler d'eux. Hein, protectionnisme, comme la Corée du Nord. Et tout. Donc, c'est pour ça que le FMI, en 1944, se dise, plus jamais ça. Il faut être en économie ouverte. On ne va pas attaquer ses clients ou ses fournisseurs. Comme disait aussi Voltaire, soit on fait la guerre, soit on fait des échanges. Donc, voilà. Alors maintenant, si on regarde la réalité d'aujourd'hui, il y a du progrès technique, on est en économie ouverte et c'est dynamique. On ne peut plus utiliser, comme le fait le maire ou comme le fait tous les ministres de l'économie depuis 1981, la théorie de Keynes. Et comme ils le font encore, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Ils relancent la demande, ça ne fonctionne pas, ça n'aboutit qu'à la progression de la dette. Si on est quelqu'un de raisonnable, si on est un homme politique ou un scientifique sérieux ou un médecin, on arrête de prescrire un remède qui est en train de tuer le patient. Mais ce n'est même pas une question d'idéologie. Je me rends compte que ça va de plus en plus mal. Il faut que je change ma façon d'agir. Et là, on revient sur la théorie de l'éducation, c'est-à-dire du capital humain. Et Einstein le disait. On fait des erreurs, c'est la base de l'apprentissage, mais il faut s'enseigner de ces erreurs. C'est-à-dire, ah, ben ça, je ne vais plus le faire. D'accord. Ce que font pas les hommes politiques. Ils se trompent, mais ils disent c'est à cause des autres. C'est les Français qui se comportent pas bien, ils consomment pas assez, alors qu'ils sont prudents. Ils se disent oh là là, ça va tellement mal, alors ils épargnent. C'est assez logique. Ils accusent la concurrence étrangère, mais grâce à nos exportations, heureusement, ou grâce au tourisme, on s'en sort pas plutôt bien. Donc, il faut surtout pas fermer les frontières, comme disent Zemmour ou les autres. Oui. Alors justement, vous dites que ça nous emmène dans une sorte de logique infernale du surendettement.
Ah ben oui, oui, ça c'est pas. J'ai fait tout un chapitre là-dessus. Au XXe siècle, il y a au moins 50 exemples, contrairement à ce que disent les keynésiens qu'un État ne peut pas faire faillite, de faillite d'État. Ah, comment Hitler arrive au pouvoir? Par les élections. Parce que la République de Weimar est surendettée et ça fait une hyperinflation. On a tous appris ça à l'école. Hein. Il fallait une brouette avec 3 trilliards de Deutschmark pour acheter du pain. Et Israël, le Chili, d'où ça vient tout ça? Ou la Russie, d'où ça vient? C'est que les États, ils pensent, ils confondent richesse et monnaie. Alors, ils ont pris le monopole de la monnaie, ils éditent de la monnaie en pensant que ça va rendre les gens plus riches. Mais les gens, ils se retrouvent à acheter la même chose avec plus de billets. Le billet n'a plus aucune valeur. Donc, ils se réfugient dans un étalon matériel. En psychiatrie, on échangeait avec des cigarettes. Et en soviétique, eh ben, c'était le dollar. Je l'ai vécu, j'y suis allé travailler. Le dollar, même en Argentine, quand c'était le surendettement. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu le principe de séparation de l'État, des pouvoirs, il va très loin. Il ne suffit pas de séparer le pouvoir judiciaire, etc., mais le pouvoir monétaire. Quand il n'y avait pas de banque centrale, il n'y avait pas de surendettement, il n'y avait pas d'inflation, puisque chaque banque était responsable de la quantité de billets qu'elle produit et qui était simplement la contrepartie de l'or que les clients avaient apporté. Donc, la monnaie n'est qu'une, comme le diplôme, c'est un papier qui est la contrepartie des connaissances que vous avez. J'ai dénoncé les trafics de diplômes parce que certains détenaient des diplômes alors qu'ils n'avaient pas la contrepartie en termes de connaissances. Donc, si vous avez des billets mais qui n'ont aucune contrepartie, on ne peut rien acheter avec, les magasins sont vides, ce n'est pas de la richesse. C'est ça l'hyperinflation. Vous dites qu'il Donc en y a un France, danger de effectivement, naufrage on européen. est rentré dans la zone euro pour enlever Le Pen ou Zemmour disent qu'il faut redonner la souveraineté monétaire. Mais la Banque centrale, ce n'est pas son rôle d'utiliser la monnaie pour tromper les gens. On appelle ça, Friedman, l'illusion monétaire. Il faut juste, on a besoin de la monnaie pour réaliser nos transactions. Il faut produire la quantité nécessaire équivalente au PIB. C'est tout. Comme Hmm. une voiture a besoin d'une quantité d'essence pour rouler. Alors, cet interventionnisme d'État fait qu'on est dans un danger. Vous dites qu'on va vers un naufrage européen ou même un naufrage français, et vous semblez, vous pensez que le modèle qui est soutenu par les différents candidats à l'élection présidentielle ne règle pas et qu'on va vers une faillite du système. Totalement, oui, voilà. C'est parce que, comme je vous l'ai dit, Weimar est tombé, Hitler a installé le nazisme. En France, regardez ce qui se profile quand même, Marine Le Pen ou Zemmour, c'est pas net. Hein. Donc, c'est pas qu'une question financière, c'est pas bassement comptable ou financier. Et c'est ce qui se passe en France depuis longtemps, quand les gens n'ont plus confiance aux hommes politiques, ils disent tous pourris. Ils commencent à être séduits par les sirènes vraiment du populisme. Et là, le surendettement amène à il faut un homme fort. Voilà, il faut quelqu'un pour nettoyer tout ça, à la dictature. C'est ce qui s'était passé au Chili. Alors, la gauche, évidemment, elle fermait les yeux sur le non-soviétique, mais elle s'en est pris à Pinochet. Pinochet a redressé le Chili. Le Chili, avant, Allende l'avait livré au socialisme. Les Chiliens ont quitté le Chili. Il a sauvé son pays. Alors après, il a dit, OK, je veux bien faire le sale boulot, parce qu'aucun homme politique n'ose le faire. Mais je demande l'immunité en échange. C'est ce qui s'est passé. Alors, en France, quel est le risque? Comme aucun homme politique ne veut le faire, on se réfugie derrière l'Europe. On dit, ah, c'est Bruxelles, les méchants. Mais pointe le FMI. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, et le FMI a été créé pour ça, quand un pays n'arrive pas... Ça peut arriver à tout le monde, que ce soit un ménage, une entreprise ou un État, d'avoir une fin de mois difficile. Le FMI, on dit à ce moment-là, on a droit à un droit de tirage spécial. On peut avoir un prêt pour boucler le mois. Mais quand pendant 20 ou 30 ans, tous les mois, on est en déficit, là, le FMI déclenche ce qu'on appelle un programme d'ajustement structurel. C'est-à-dire qu'il y a la démonstration que les hommes politiques de ce pays ne sont pas capables de gérer l'argent des Français. C'est notre argent. Donc, ils augmentent sans cesse les impôts et ça ne comble pas les déficits. Et en plus, les services publics de base, la police ou autre, ils disent on n'a pas de... L'armée, la justice, on a de moins en moins de moyens. Donc, à un moment, le FMI il a été créé pour ça. C'est nous qui allons gérer ce pays. Regardez Thatcher, comment elle arrive au pouvoir après 30 ans de travaillistes, de gestion des travaillistes, donc des Keynésiens, si ce n'est des communistes. Les chemins de fer étaient complètement en faillite et tout. Eh bien, en 78 ou 13,
l'Angleterre, la nation de la City, de la finance internationale, est en cessation de paiement, est en faillite. Le premier pays de la révolution industrielle, donc l'ultime humiliation. Et donc, elle ne faisait pas de politique, hein, Margaret Thatcher, elle n'a pas fait des grandes écoles. Elle a dit, moi je vais gérer comme je gère ma maison. Ma maison, elle est bien tenue. Ben, l'Angleterre, elle sera bien tenue. Je vais faire le ménage. Elle a fait le sale boulot. Mais elle a été réélue comme Reagan. Elle a été réélue. Les gens qui font ce qui fonctionne. Moi, si j'ai un médecin qui me soigne, regardez, j'ai un psychiatre, il m'a rendu de plus en plus malade. Je ne voulais plus le voir. Et celui qui m'a pas guéri, mais qui m'a sauvé je suis retourné le voir. Si mon garagiste il s'occupe bien de ma voiture, j'irai chez lui. C'est un comportement humain rationnel. On va vers les gens qui vous rendent effectivement service, pas qui vous trompent. Il y a un parallèle intéressant à faire entre Mme Thatcher et Reagan et Trump. Ah ben, totalement. Et en plus, ça tombe à un moment où nous, c'est Mitterrand qui arrive au pouvoir. Donc, on prend exactement le virage opposé, et puis on voit le résultat maintenant. C'est terrible. Hein. Il fallait faire les choses dans les années 80. On est dans les années 2020, donc 40 ans de perte de temps. C'est dur à redresser, ça je ne sais pas ce qui va se passer, mais effectivement, les États-Unis, ils étaient mal. Hein. Les États-Unis, la gestion de Carter était terrible. Nixon, il avait mis, il y a eu le Vietnam, tout ça. Donc, les États-Unis étaient aussi dans le surendettement. Donc Reagan, il est arrivé, et voilà, il disait Bastien, on l'a ridiculisé en France en disant c'est un acteur de second droit, mais c'est un grand monsieur, c'est un grand monsieur. Conclure, je rappelle qu'on est avec Jean-Luc Accomo pour parler de son livre Le modèle français dans l'impasse, volume 2, la finance, théorie élémentaire, évolution du système monétaire et financier contemporain, le grand naufrage, pour expliquer justement de l'état économique de la France actuellement, mais on voit que c'est pas seulement, ça concerne l'Amérique, le Canada et l'Europe et d'autres, parce que ce sont des solutions. Pour conclure justement, c'est l'Occident, vous dites qu'après la pluie, le beau temps, alors qu'est-ce que vous espérez voir émerger, par exemple pour l'Europe ou la France, c'est quoi qui serait la bonne solution pour redresser les finances? Oui, on l'a dit, hein, ce qui a été appliqué dans les années 80 en Angleterre, aux États-Unis. De toute façon, moi, je suis comme beaucoup, je suis papa et professeur, je fais ma 29e rentrée. Je vois que mes étudiants qui ont un beau parcours sont expatriés. Alors maintenant, ça peut être une force, hein, comme les Américains ou les Chinois. Les Chinois, j'ai connu, moi, quand j'étais étudiant, j'ai hébergé des Chinois qui fuyaient Mao, qui envoyaient sa police politique même dans les CTU. Ben, les Chinois, maintenant, ils sont de la population, ils sont dans toutes les facs du monde, mais pour retourner dans leur pays, pour faire que la Chine soit un grand pays, et c'est ce qui se passe, la première puissance du monde. Donc, la France, ça peut être une force. On a beaucoup d'expatriés, je les ai connus en Thaïlande, aux États-Unis, à la Silicon. Le jour où l'horizon s'éclaircit, la France a dit, vous pouvez revenir, le savoir, l'expérience que vous avez acquis ailleurs, venez la rendre dans leur pays, et ils ne demandent que ça. Ils ne demandent que ça. Les gens qui partent, c'est pas de gaieté de cœur. Ils ne demandent que ça. Et là, la France, il n'y a pas de... Le malheur n'est pas une fatalité. Regardez mon propre exemple. Mais peut-être qu'il faut ça. Vous voyez, il faut un gros incendie qui brûle tout pour que tout reparte, la végétation reprenne. Et je crois que la France en a besoin. Là. Il va falloir un moment que ça brûle pour enlever les mauvaises habitudes, toutes les mauvaises choses qu'on a plantées et laisser venir revenir les expats. Et eux, ils vont planter les bonnes graines qu'ils ont. Regardez, la France est connue pour le vin. Et il y a eu, je crois, au XVIe siècle, une épidémie de quelque chose qui menaçait les vignes, qui en a détruit beaucoup de cépages. Et c'est comme ça que sont nés les vins californiens, puisque les Américains ont sauvé les cépages français en Californie. Et puis quand on a pu détruire ce virus, on a replanté à Bordeaux et tout, et voilà. Et l'industrie viticole est repartie de plus belle. Donc voilà. Alors il y en a, ils disent qu'il faut une bonne guerre. Ça ne veut pas dire qu'il faut une guerre, mais quelque part, quand il y a eu les 30 glorieuses en France, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'avant, il y avait eu la guerre. Donc, ça veut dire ça veut dire aussi que la réappropriation culturelle, ce n'est pas quelque chose qu'on vit actuellement, mais c'est quelque chose de naturel à l'être humain. Ah ben c'est important. Mon père, il a quitté la Sicile, sinon il serait comme son grand-père, mineur. Et moi, je ne serais pas né. Donc, l'économie, ce n'est pas déconnecté de la culture, de l'identité patriotique, bien sûr. Hein, ça, le discours conservateur, il est important. Moi, si j'investis, si je crée, je sais pas, un restaurant dans Perpignan, c'est que ça fait maintenant 25 ans que je suis ici, c'est-à-dire que
Là, je me suis identifié catalan. La région me plaît, donc j'ai envie qu'elle se développe. C'est pas que une question d'économie aussi, c'est l'identité culturelle, oui, c'est vrai. Alors, Surtout dans la mondialisation, les gens, ils ont peur de devenir des pions anonymes, des codes barres. Donc, ressurgit l'identité corse, catalane. C'est important, sa langue, son patois, sa nourriture. là, on va revenir sur un phénomène quand même important. Vous avez souligné tout à l'heure en introduction qu'il y avait plus de 100 000 personnes qui avaient été enfermées dans un hôpital psychiatrique. Il y a un abus. Alors, vous avez écrit un ouvrage, Le Rescapé de l'âme, une descente aux enfers face à la dérive totalitaire de l'université et de la santé mentale en France. Alors, pour revenir à ça, parce que vous avez vécu pendant 3 ans l'enfer, parce que vous avez été enfermé. Alors, un des déclencheurs, c'est que vous avez dénoncé la corruption à l'université de Perpignan, ou alors peut-être dans une autre université, enfin, vous allez nous préciser ça, et que c'est une affaire de faux diplômes à l'origine. Alors, effectivement, moi, je suis un ancien étudiant de l'Aix-Marseille, et puis je continue à faire des interventions. Et Toulon, à l'époque, était une antenne d'Aix-Marseille. Et en 2009, Jean-Jacques Bourdin m'appelle, BFM TV, tous ils s'y mettent, parce que des Chinois ont porté plainte contre le directeur de l'IAE de Toulon, et il s'est avéré qu'il vendait le diplôme. Donc, il a été condamné à purger 2 ans de prison. Alors, moi, du coup, on m'appelle, on me demande mon avis. Alors, moi, je n'ai pas d'informations particulières, mais comme on m'avait proposé de l'argent pour modifier les notes et tout à Perpignan, je dis, ça ne m'étonne pas. C'est lié à ce qu'on disait à l'État. Hein. On n'est pas dans des universités privées. Donc, moi, on me reprochait d'être trop sélectif, de mettre trop des mauvaises notes. Je dis, ben, c'est pas ma faute, vu le niveau des étudiants qu'on recrute. Mais du coup, si on n'a pas assez d'effectifs, l'État, il ferme la filière. Oui. Donc, les professeurs, pas trop regardants, ils prennent des étudiants qui n'ont pas le niveau, qui n'auraient pas dû être acceptés, qui ne seraient pas acceptés à Barcelone ou à Londres. Et comme ça, ils ont des subventions au prorata des effectifs acceptés. Donc, moi, j'étais plutôt le vilain petit canard. Mais en plus, les profs, ils se font payer. Donc, du coup, je dis, ben, je pense que ça se passe aussi à Perpignan. Et sur ce, j'ai été raflé. Et à ce moment-là, je sortais le modèle français dans l'impasse 1. Donc, je n'ai pas pu en faire la promotion. Et à cette époque, Cambridge m'accordait une médaille pour mes 25 ans de publication scientifique. Et c'est à ce moment-là que le recteur donc, a utilisé le président. Le président. Alors, le président lui-même, qui détient un doctorat qu'il a acheté. Alors, ouais, donc, évidemment, j'avais mis le doigt sans le savoir. Hein. Sur un truc. Il y a un ministre au Québec là, qui aussi prétend avoir des diplômes, mais qui n'en a pas. Ah, mais il y en a plein. Il y a plein de ministres français qui disent qu'ils ont eu un DEA et tout ça. D'ailleurs, mon article, il est toujours sur Internet, hein, qui est paru dans Le Parisien, alors moi, je croyais bien faire. Je croyais faire œuvre de salubrité publique. La deuxième partie de l'article, c'est des hauts fonctionnaires de l'éducation nationale, mais qui préfèrent garder l'anonymat, qui disent ça se pratique dans beaucoup d'universités françaises. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé lorsque vous avez sorti cet article dans Le Parisien. Eh ben alors, moi, j'étais à Marseille justement pour faire une conférence. Et puis, le président de Perpignan m'appelle, me convoque. Alors, je dis d'abord, on ne me convoque pas. C'est pas dans... mais moi, j'ai l'intention de venir vous voir parce que ce qui se passe à Toulon, c'est grave. Mais je soupçonne que ça se passe à Perpignan. Donc, faites le ménage avant que la presse ou la justice s'en mêle. Et puis, effectivement, une fois que je rentre à Perpignan, il me convoque. Et alors là, il n'avait pas du tout l'intention de faire le ménage, puisqu'il était impliqué. Alors là, il me demande de me taire. Et moi, au contraire, je continue de plus belle. J'ai publié sa menace, je l'avais enregistrée et tout. Et puis, du coup, une ambulance vient me chercher le matin. On me dit qu'il y en a pour 2 ou 3 jours. On regarde mon état mental. Et j'ai passé 2 fois 18 mois. Ça a changé ma vie. Donc là, on a essayé de vous tuer. Vous soulignez sur votre livre que... Ma secrétaire a été assassinée. Ma secrétaire me dit, vous devriez quitter Perpignan. Et le lendemain, dans l'Indépendant, je découvre qu'elle a pris un coup de couteau par un Chinois qui était interné, là où on m'a interné, et par le psy qui m'a interné, et qui était un ami appartenant à une loge franc-maçonnique du président. Donc, moi, non, je vous parle, mais elle est morte. Et ils ont mis une stèle à l'université. Voilà. Moi, je passe devant cette stèle, j'ai envie de vomir. Et une étudiante qui devait témoigner, elle a été internée d'office dans une clinique à Toulouse. Et vous, donc, on a essayé de vous tuer chimiquement, c'est-à-dire vous dites... chimiquement, et après, on m'a prescrit 14 séances d'électrochoc, ce qui m'aurait tué. J'aurais pas passé la première séance. Donc là, pour le coup, le psy
à Montpellier, responsable des électrochocs. Il a tout de suite compris le problème. On me préparait, on m'a attaché, on m'a mis les cuillères en bois dans la bouche. Hein. C'est comme dans le film Un homme d'exception. J'étais tout seul et je savais que j'allais mourir. Et là, il arrive et il dit annulez tout. Et je fais ma rentrée en 2014 sous les ovations d'un amphi plein pour voir la curiosité de ce prof considéré comme fou. On a essayé de vous tuer chimiquement, enfin. Ah oui, mais après, quand j'ai saisi la justice, j'étais en voiture sur la route de Barcelone. Une voiture me rentrait derrière, dedans, hein, pour me faire sortir de la route. On a voulu me tuer. On est en Catalogne. Hein, moi, je me réfugie en Corse et je suis d'origine sicilienne. Je connais un peu la mafia quand même. D'ailleurs, elle m'a proposé ses services. J'ai dit, je fais appel à la justice. Je veux que la justice reconnaisse aussi pour ceux qui sont encore dans cette situation d'ailleurs. Mais vous avez constaté que vous n'étiez pas le seul dans ce cas-là. Hein. Ah non, 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 non. Il y a Valérie Dubois, il y a eu FR3 qui sont intéressés à son cas. Bon, elle était impressionnée parce que moi, j'ai fait 36 mois, elle a fait un mois, mais un mois, elle a perdu définitivement la garde de ses filles. Donc là, c'était son mari qui voulait se débarrasser d'elle et il avait un ami psychiatre. Alors, oui, voilà. Vous connaissez un psychiatre qui n'est pas trop regardant. Et vous débarrassez de quelqu'un qui vous gêne. Il y a eu à Nice ou à Antibes le préfet qui a fait interner un fonctionnaire. Et là, pour le coup, le juge des libertés, il a fait son travail au bout de, c'est 2 semaines, la période d'observation. Il est sorti. Moi, le juge des libertés, il était pote du président. Donc, je suis passé 5 fois devant le juge des libertés. 5 fois, il a dit non, non, pas apte. Donc, c'est. Alors, vous avez gagné tout. Tout, ouais. Mais c'est pas fini. Le dernier en cours qui consiste à l'arrestation de Fabrice Laurent et au paiement de mes indemnités qui ont été évaluées par la Commission européenne des droits de l'homme à au moins 1 million, puisque quand vous êtes retenu contre vos gré dans une garde à vue, hein, c'est 2 000 € par nuit. Et quand on vous prescrit des médicaments contre vos gré, c'est de la torture. Donc, moi, j'ai eu ça pendant 1500 nuits. Plus le fait que j'étais marié, j'ai plus jamais revu ma seconde épouse et que j'ai pas vu mes enfants pendant 10 ans et que mon prestige, je vendais plus mes livres, évidemment, je faisais plus de conférences, j'ai perdu mon poste aux Nations Unies, plus personne ne voulait me fréquenter. Ouais, vous avez un cancer, on s'apitoie, mais vous passez en psychiatrie, les gens se disent il n'y a pas de fumée sans feu, même mes propres fils. Je les voyais avec une tierce personne en ma présence. Ils ont pu passer une nuit en ma présence avec moi depuis 2009. Bon, maintenant, ils sont des hommes, ils sont grands, je vais être grand-père. Mais le mal est fait, je n'ai pas vu leur adolescence. Faites ça à une femme. Alors, vous êtes résilient, vous avez beaucoup de courage et donc on vous rend hommage ici aujourd'hui dans notre émission avec Lux Media. Mais vous avez aussi, alors vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel puisque vous avez échappé, je voulais conclure un peu sur une note plus touristique, puisque vous étiez en Thaïlande et que vous avez échappé au tsunami. Alors ça, racontez-nous rapidement pour qu'on conclue là-dessus. Comme quoi, je dois avoir une mission. Ouais, ben oui, j'ai monté un programme qui, là aussi, personne n'y croyait à Perpignan, parce qu'il y avait Paris-Dauphine, Toulouse, Montpellier, les grandes facs sur le coup. Mais j'ai répondu à un appel d'offres européen et je l'ai emporté, donc un accord de coopération académique avec Bangkok, Phuket, La Rochelle et Perpignan, dont j'étais moi le maître d'œuvre. Donc, j'ai fait une dizaine de missions. J'ai même emmené le président de l'époque, qui était un super mec, et sur l'attractivité des îles thaïlandaises. Et donc, j'ai contribué même à accorder un label à Koh Phi Phi, et d'ailleurs, dont l'école porte mon nom depuis cette histoire tragique. Et la seule fois où ma femme elle daigne me suivre, donc on décide d'emmener mon fils aîné, parce que les 2 autres étaient tout petits, en 2004, pour Noël, parce que là, ma mission, elle tombait à Noël. Alors, je disais, bon, je n'allais pas faire payer l'université, rentrer en France pour Noël et après revenir, parce que moi, ça durait 1 mois, mes missions en Thaïlande. Et j'avais un doctorant thaïlandais qui est aujourd'hui président de l'université de Bangkok et qui a créé un laboratoire en économie du tourisme à Phuket. Et il y a eu on a fait Noël et le lendemain, il y a 200 000 morts. Alors, j'étais sur un arbre. J'étais sur un arbre pendant 3 jours, on voyait décider les cadavres. J'ai sauvé mon fils et ma femme et je me suis dit, tous les projets que tu avais en tête, ne les remets plus à demain. Parce que demain, boum, on a fait Noël et le lendemain, il n'y a plus rien. Quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que ça a changé ma vision des choses radicalement. Alors, en plus, après 3 ans d'isolement, là, je peux vous dire, je suis blindé parce que
Ouais, je mesure le poids de l'existence et de notre présence sur Terre. Il y a un but. Alors pour conclure, je vais vous laisser le mot de la conclusion par rapport au contexte de ce qu'on vit. Au niveau des élections, par exemple, ou tout simplement l'évolution de l'économie de la société occidentale, croyez-vous que l'Occident et ses valeurs sont en danger actuellement et Ah oui, justement oui, oui, oui. Complètement. De toute façon, regardez, si on regarde l'histoire sur la très longue période, hein, l'Empire romain, il a apporté la civilisation à un niveau jamais atteint. Il y avait les Égyptiens avant, les Grecs, qui ont oublié les sciences, les maths. Puis après, c'est tombé dans la nuit. Donc, c'est les musulmans, enfin, surtout les califes, hein, l'époque avant l'islam, l'époque abbassique, qui sauvent la science, la civilisation. Puis eux-mêmes, avec l'islam, ils tombent dans la nuit. La Renaissance en Europe. Donc, chacun a eu sa chance à un moment. Mais là, je pense que nous, moi, j'ai dit, quand mon affaire est finie, je prendrai ma retraite en Asie du Sud-Est. Je pense que c'est là qu'est le renouveau, la renaissance. J'ai fait des arts martiaux, donc je suis très tourné vers le taoïsme, le bouddhisme, qui est, comme disait Bruce Lee, une philosophie de l'épanouissement personnel. Et la civilisation, elle est fondée sur ça, sur des gens épanouis, des Botticelli, des Mozart, des gens qui peuvent s'exprimer, pas qui sont bridés par la religion ou par le pouvoir central, pas par le communisme ou l'étatisme. Et en Asie du Sud-Est, tout est basé là-dessus. Enfin, moi, les pays que j'ai vus, et la Chine, après Mao, voilà, elle a tourné la page. Le gouvernement dit enrichissez-vous, ça enrichira le pays. Voilà, ils ont tout compris. Et moi, en Thaïlande, je vois mes étudiants qui sont partis, ils ont créé des restaurants, des hôtels, ils s'épanouissent, ils n'ont pas besoin de leur dire comment il faut faire les choses, surtout pas par des gens qui n'ont jamais monté ou géré des entreprises. Et on fait confiance. Ça, c'est très important dans l'éducation, dans le couple, dans l'économie. La confiance, j'ai fait pas mal de papiers et de vidéos là-dessus. Et la philosophie, c'est une idée, vous parlez de résilience, mais de confiance. On se met dans la peau de l'autre, ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et tout ira bien. On n'a pas besoin du coup de renforcer la police, la surveillance, la justice. Et du coup, les prélèvements, les impôts sont modérés. Vous savez, en économie, on a calculé que pour qu'un État puisse fonctionner comme il faut, ses services régaliens, il lui suffit de prélever 20% du PIB. En France, on en est à dépasser les 50% et les services régaliens ne sont pas assumés. Donc, il y a un problème. Il n'y a plus confiance en rien. Et donc, quand il n'y a pas la confiance, l'économie ne peut pas marcher. Au départ, l'économie, c'est une philosophie, avant d'être une technique financière ou de l'argent. C'est une philosophie, presque c'est la religion de Jésus, comme dirait Charles Guève, sur la croyance en l'homme. Mais si on ne croit plus en l'homme, c'est la dictature, c'est la fin de la civilisation. Quand vous regardez l'art soviétique, c'est Orwell, hein, c'est pas de l'art, c'est comme l'information, c'est de la propagande. Si on laisse les gens, Picasso, quand il s'exprime, il détruit tous les codes de l'impressionnisme, du figurant, il fait le cubisme, et sur le moment, comme la musique contemporaine ou le jazz. Mais voilà, pour ça, il faut la liberté, de casser les codes. C'est ce que disait Bruce Lee, hein, je ne veux pas être enfermé dans aucun style. Je ne fais pas du judo, du karaté, aucun style. Il faut laisser s'exprimer. Bruce Lee, il dit, prends ce qui est bon pour toi, laisse ce qui est mauvais pour toi. Et mets ton apport personnel. C'est comme ça qu'il a créé le Jeet Kune Do. Mais chacun, du coup, que ce soit dans la musique ou autre, ce qui est bon pour moi, peut-être qu'il n'est pas bon pour toi. Donc, chacun. Mais du coup, vous imaginez les Alors, possibilités merci. d'innovation. Oui. Je crois on va finir là, sur cette belle parole. Et je trouve que c'était une belle conclusion et qui correspond bien aussi à votre état d'esprit et votre combat depuis des années. Alors, je rappelle qu'on était avec Jean-Louis Cacomo, alors qui vient de sortir son deuxième volume sur le modèle français dans l'impasse, volume 2, La finance. Théorie élémentaire, évolution du système monétaire et financier contemporain, le grand naufrage, et Rescapé de l'âme, donc une descente aux enfers face à la dérive totalitaire de l'université de la santé mentale. Et comme il vient de nous le dire, il n'était pas le seul à vivre ça. Alors merci Jean-Luc Cacomo, et Merci, j'espère que Eric. ça donnera envie à certains étudiants ou même citoyens Oui, de vous lire. je m'en occupe. Merci. Ben, j'étais ravi de discuter avec toi. Merci, merci Jean-Louis. Bonjour au Canada. Messieurs, dames, merci pour votre attention. À une prochaine fois.